pendant que je mangeais mon dîner d'anniversaire seul, ma famille célébrait secrètement mon frère. Ils m'ont demandé de l'aide pour son mariage, alors je leur ai donné une réponse qu'ils n'oublieront jamais avant d'embarquer dans un avion et de disparaître pour toujours. Je suis Éléonore, 31 ans, femme. J'habite à Lyon, dans un appartement petit mais méticuleusement organisé qui me sert de sanctuaire loin du chaos contrôlé de mon travail. En tant qu'analyste financière chez BNP Paribas, mes journées sont régies par les chiffres, les modèles et la logique implacable du marché. C'est une vie construite sur la précision et la prévisibilité, un monde que j'ai érigé pour moi-même brique par brique. Pendant la majeure partie de ma vie, cependant, je me suis senti comme une variable dans l'équation de quelqu'un d'autre, un nombre qui était toujours arrondi à la baisse pour faire place à un calcul plus important. Tout cela a changé le jour de mon 30e anniversaire, le jour où je devais avoir une fête surprise, mais j'ai fini par manger un dîner froid toute seule pendant que ma famille célébrait secrètement mon frère. Un an plus tard, ils sont venus me voir avec de grands sourires, me demandant de planifier le mariage même qui avait éclipsé mon jalon. Et je leur ai donné une réponse qu'ils n'oublieraient jamais. Avant que cette histoire ne se déroule, j'aimerais me connecter avec vous. S'il vous plaît, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre coin du monde. Il est incroyable de voir à quel point ces histoires peuvent voyager. La semaine précédant mon 30e anniversaire a été remplie d'une anticipation électrique mijotante. Atteindre la trentaine semblait significatif, une véritable ligne tangible dans le sable entre l'exploration de ma vingtaine et l'établissement de ma trentaine. Je n'en avais pas peur. J'étais prête à l'accueillir. Ma famille semblait prête aussi. Ma mère, Chantal, laissait tomber des indices depuis des semaines, sa voix teintée d'une excitation conspiratrice qui était généralement réservée à mon jeune frère, Louis. « Oh, Éléonore, attends un peu », avait-elle dit au téléphone, sa voix vibrante. « Nous avons prévu quelque chose de très, très spécial pour ton grand jour. Garde juste ton samedi soir libre. Complètement libre. » Mon père, Bernard, un homme de peu de mots, mais d'une dévotion égale envers mon frère, a fait écho au sentiment avec un rire entendu. « Ta mère s'est surpassée. Tu ne sauras pas ce qui t'est arrivé. » Même Louis, qui n'appelait généralement que lorsqu'il avait besoin de quelque chose, a envoyé un rare SMS. « J'ai entendu maman et papa préparer quelque chose pour ton anniversaire. Prépare-toi. Ça va être énorme. » Je me suis laissé emporter par cela. Pour une fois, les projecteurs semblaient se tourner dans ma direction. En grandissant, j'étais celle qui était calme, responsable. J'étais celle qui obtenait de bonnes notes, suivait les règles et ne causait jamais de problème. Louis était celui qui était charismatique, spontané. C'était l'enfant d'or, le fils autour duquel tournait le système solaire de notre famille. Ses victoires étaient des triomphes familiaux. Ses revers étaient des crises familiales. Mes réalisations étaient accueillies par un hochement de tête aimable. Mes luttes par une suggestion douce de travailler un peu plus dur. J'avais depuis longtemps accepté cette dynamique comme une loi fondamentale de la physique de notre famille. Mais la trentaine semblait différente. Cela semblait une occasion trop importante pour être éclipsée. J'imaginais ce qu'ils avaient pu prévoir. Une fête surprise avec mes quelques amis proches du travail. Une escapade d'un week-end. Mon esprit tournait avec des possibilités. Chacune me réchauffant d'un sentiment de reconnaissance tant attendu. La dernière instruction est venue de ma mère le vendredi précédent. « Bon, chérie, dit-elle, sa voix un murmure bas et excité. Voici le plan. Demain soir, habille-toi joliment. Et je veux dire joliment, Éléonore. Sois au jardin d'hiver à 19h30 précise. La réservation est à mon nom, Chantal. Donne-leur juste le nom et ils t'emmèneront dans la salle privée. Nous serons tous là à t'attendre. Le jardin d'hiver. » Mon souffle s'est coupé. C'était l'un des restaurants les plus exclusifs et dont on parlait le plus en ville, célèbre pour sa liste d'attente de plusieurs mois et ses vues imprenables sur le toit. C'était le genre d'endroit que l'on voyait sur les blogs de style de vie, un endroit pour les grandes célébrations. C'était plus grand que ce que je pensais. Mon cœur s'est gonflé d'un bonheur sincère et pur. Il me voyait vraiment. Il faisait vraiment un effort. Ce samedi-là, j'ai passé tout l'après-midi à me préparer. J'ai fait coiffer mes cheveux par un professionnel. J'ai craqué pour une nouvelle robe, une simple mais élégante robe fourreau bleu marine qui me donnait un air puissant et sophistiqué.
J'ai fait mon maquillage avec soin, m'assurant que chaque détail était parfait. En me regardant dans le miroir avant de partir, je n'ai pas vu seulement une femme qui fêtait ses 30 ans, mais une femme qui était enfin célébrée par sa famille de la manière dont elle l'avait toujours secrètement espéré. Je suis arrivé au jardin d'hiver à 19h25, le cœur battant d'un rythme nerveux et joyeux contre mes côtes. Le hall était encore plus magnifique en personne. Du bois sombre, un éclairage doré doux et des conversations importantes à voix basse. Je me suis dirigé vers le stand de l'hôte, un monolithe de marbre lisse présidé par un homme en costume parfaitement coupé. « Bonsoir », dis-je, mon sourire semblant large et éclatant. « Je suis ici pour la réservation Chantal. » Ça devrait être pour une salle privée. L'hôte a tapé sur sa tablette, son front se plissant légèrement. « Chantal, avez-vous dit ?» Il a tapé à nouveau. « Ah oui, la salle des signes. C'est notre meilleure vue. » Il m'a adressé un sourire poli et professionnel. « Cependant, il semble que vous soyez la première à arriver. Souhaitez-vous que je vous montre la salle ou préférez-vous attendre au bar ?» « Oh » dis-je, légèrement surprise. Je m'attendais à ce qu'il soit déjà là, prêt à crier surprise. « Je vais aller à la salle. »« Merci. » Il m'a guidé à travers la salle à manger principale animée jusqu'à un couloir tranquille. Au bout se trouvait une lourde porte en bois. Il l'a ouverte pour révéler un bel espace intime. Une seule grande table était dressée pour 5 personnes avec des couverts brillants et des verres étincelants. Un mur entier était une fenêtre du sol au plafond offrant une vue sur la ligne d'horizon scintillante de la ville. C'était parfait. « Puis-je vous proposer quelque chose à boire pendant que vous attendez ?» demanda l'hôte. « Juste de l'eau pétillante pour l'instant. »« Merci », répondis-je. Il hocha la tête et partit, fermant doucement la porte derrière lui. Et donc je me suis assise et j'ai attendu. 19h30 est arrivé et passé. J'ai siroté mon eau, mes yeux fixés sur la porte, mes oreilles tendues pour entendre leur arrivée. J'imaginais leur visage, le sourire radieux de ma mère, le hochement de tête fier de mon père. À 19h45, un nœud d'anxiété a commencé à se resserrer dans mon estomac. Ils étaient probablement juste coincés dans la circulation. La ville était notoire pour cela un samedi soir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto léger à notre groupe familial. Je suis arrivé. La salle est incroyable. J'ai hâte de vous voir tous. Aucune réponse. À 20h, le nœud d'anxiété s'était transformé en une lourde pierre. Le serveur est entré pour me resservir de l'eau. « Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas commander une entrée, mademoiselle ?» demanda-t-il, son ton était doux, mais ses yeux avaient une lueur de pitié qui me donnait la chair de poule. « Non, merci. »« Il devrait être là d'une minute à l'autre, » dis-je. Les mots sonnaient creux, même à mes propres oreilles. J'ai essayé d'appeler ma mère. Ça allait directement à la messagerie vocale. J'ai essayé mon père. Messagerie vocale. J'ai essayé Louis, messagerie vocale. La panique a alors commencé à s'installer. Quelque chose était-il arrivé? Un accident? Mon esprit a parcouru un répertoire de terribles possibilités. Je ne pensais plus à une fête surprise. Je pensais aux urgences et aux appels de police. À 20h30, j'avais appelé chacun 2-3 fois de plus. Chaque appel était un voyage direct vers une voix enregistrée désincarnée. La belle vue sur la ville semblait maintenant se moquer de moi, 1 million de petites lumières brillant sur mon humiliation solitaire. Les chaises vides autour de la table semblaient être des accusatrices, des témoins silencieux de ma folie. À 20h45, l'hôte est revenu, son visage un masque de sympathie pratiqué. « Madame, dit-il doucement, la table est réservée pour une autre fête à 21h30. Voulez-vous que je demande à la cuisine de vous préparer quelque chose du menu du bar, peut-être ?» La honte était une force physique, une vague de chaleur qui m'a submergé de la tête aux pieds. J'étais la femme qui avait été plantée, pas par un rendez-vous, mais par toute sa famille. Le jour de son 30e anniversaire dans le restaurant le plus chic de la ville. « Non », parvins-je à dire, la voix épaisse. « Merci. Je pense qu'il y a eu une erreur. » J'ai ramassé mon sac, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine le fermer. Je suis sorti de la salle privée, passant devant les regards sympathiques du personnel, à travers le hall rempli de gens riants et heureux, et dehors dans l'air froid de la nuit.
La magnifique robe bleu marine semblait maintenant un costume pour une pièce où j'étais le seul acteur qui s'était présenté. Je me tenais sur le trottoir, le bruit de la ville, un grondement sourd dans mes oreilles, et j'attendais un taxi, ma grande soirée de célébration se dissolvant dans la solitude la plus profonde et la plus publique que j'ai jamais connue. La table vide n'était pas seulement une réservation manquée. C'était une métaphore parfaite et accablante de ma place dans ma propre famille. Le trajet en taxi jusqu'à la maison a été un flou de lumière de rue et de larmes silencieuses. Chaque goutte qui glissait sur ma joue semblait chaude, mélangée à de la confusion, de la douleur et une humiliation si profonde qu'elle était viscérale. Mon esprit était une tempête frénétique oscillant entre la terreur que quelque chose d'horrible leur était arrivé et une peur plus froide et plus aiguë qu'il ne l'était pas, que c'était délibéré. Quand je suis rentré dans mon appartement, la première chose que j'ai vue était la bannière de joyeux anniversaire qu'une amie du travail m'avait aidé à accrocher. Cela semblait une blague cruelle. Je l'ai arrachée, le bruit de déchirement du papier, un petit écho insatisfaisant du déchirement dans ma poitrine. J'ai enlevé la robe coûteuse et l'ai laissée tomber par terre en un tas de déception bleu marine. Vêtu d'un vieux t-shirt et d'un pantalon de survêtement, je me suis assise sur mon canapé dans le noir, mon téléphone serré dans ma main comme un talisman inutile. Vers 22h15, mon téléphone a finalement sonné. C'était ma mère. Je l'ai décroché dès la première sonnerie, une foule de questions désespérées au bout de la langue. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien ?» J'étais tellement inquiète. Il y a eu une pause à l'autre bout. Et puis la voix de Chantal est arrivée, tendue et trop apaisante. « Oh, Éléonore, chérie, je suis tellement désolé pour ce soir. Nous nous sentons juste terriblement mal. »« Désolé, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu un accident ?» J'ai insisté, ma voix montant avec une panique résiduelle. « Non, non, rien de tel. Tout le monde va bien, dit-elle rapidement. C'est juste que quelque chose est arrivé à Louis. Quelque chose d'assez important. » J'ai attendu, le silence s'étirant. Le soulagement qu'il soit en sécurité a été immédiatement remplacé par un pressentiment glacial. « Quelque chose est arrivé à Louis, répétai-je, ma voix plate. Qu'est-ce que cela signifie? Tu n'as pas pu envoyer un texto. J'ai appelé une douzaine de fois. J'étais assise dans ce restaurant pendant plus d'une heure toute seule. Je sais, et je suis juste malade à ce sujet, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une culpabilité théâtrale pratiquée. Mon téléphone est mort et ton père a laissé le sien dans la voiture. C'était tout un tourbillon. Les excuses étaient si fragiles, si transparentes, elles étaient insultantes. Louis a eu une journée vraiment difficile au travail. Une grosse présentation n'a pas bien fonctionné, et il était tellement abattu, absolument bouleversé. Nous savions que nous devions faire quelque chose pour le remonter, pour lui montrer notre soutien. J'ai serré le téléphone plus fort, mes jointures devenant blanches. Alors vous quoi? Vous m'avez planté le jour de mon 30e anniversaire pour remonter le moral de Louis. Eh bien, quand tu le dis comme ça a l'air horrible, dit-elle sur la défensive. Ce n'était pas comme ça. Nous l'avons emmené dîner pour lui parler et lui remonter le moral. C'était une décision de dernière minute. Nous étions en route pour te rencontrer quand il a appelé et il avait juste l'air si brisé, une analyste. En tant que mère, j'ai dû faire un choix. Un dîner spécial. L'expression flottait dans l'air, acide et tranchante. Mon dîner d'anniversaire surprise au jardin d'hiver était jetable, mais la mauvaise journée de Louis nécessitait une intervention spéciale immédiate qui impliquait apparemment tous les trois, qui se sont complètement mis hors d'atteinte. Alors, vous, papa et Louis êtes allés dîner ailleurs, demandai-je, ma voix dangereusement calme, et vous m'avez laissé seul dans une salle privée que vous aviez réservée pour mon anniversaire. Nous allions appeler le restaurant pour annuler, mais tout s'est passé si vite, continua-t-elle. Les mensonges s'accumulaient, chacun plus maladroit que le précédent. Bernard conduisait et j'essayais de calmer Louis au téléphone, et nous avons oublié. Quand nous nous en sommes souvenus, il était déjà si tard et nous avons pensé que tu serais rentré à la maison. Tu serais rentré à la maison. Le rejet désinvolte de mes sentiments, de mon temps, de mon anniversaire marquant était époustouflant. Je n'étais pas une priorité. J'étais un rendez-vous qui pouvait être annulé sans préavis. Je repensais à toutes ces années où j'avais réorganisé mon emploi du temps, quitté des fêtes plus tôt, ou changé mes plans pour assister à un match de football de Louis, ou à sa remise de diplôme,
ou à la célébration de son premier emploi. J'avais toujours été là. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'il ne ferait pas de même pour moi. Je n'arrive pas à croire ça, murmurai-je, le combat s'épuisant en moi, remplacé par une résignation froide et lourde. Vous réalisez ce que c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, chérie. Et nous nous rattraperons. Je promets, dit-elle, son ton passant à une gaieté fausse et éclatante. Nous ferons quelque chose le week-end prochain, juste nous quatre. Nous pouvons aller dans ce petit restaurant italien que tu aimes. L'offre était si ridiculement inadéquate qu'elle en était presque absurde. Un dîner décontracté dans un restaurant de pâtes de quartier en remplacement d'une célébration méticuleusement planifiée dans l'un des meilleurs restaurants de la ville. Le message était clair. Ma célébration était secondaire. Elle était flexible. Elle était moins importante qu'une baisse momentanée de l'humeur de Louis. Je dois y aller, maman, dis-je, ma voix vide. Je n'avais pas l'énergie de discuter, de crier, d'expliquer les profondeurs de la douleur qu'il venait d'infliger. Ils ne le comprendraient pas de toute façon. Pour eux, c'était un simple contretemps logistique, un problème de reprogrammation. Pour moi, c'était la confirmation d'une vie entière passée à me sentir comme une pensée après coup. Éléonore, ne sois pas comme ça, commença-t-elle, mais je l'ai coupée. Je suis fatigué. Bonne nuit. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je me suis glissé sur le sol froid en bois dur, mon dos contre le canapé. Le silence de l'appartement me pressait. Je pensais à la table vide, au regard plein de pitié du serveur, à la nouvelle robe froissée par terre. Il n'avait pas juste oublié mon anniversaire. Il l'avait activement choisi de le rejeter pour mieux célébrer mon frère. Ce n'était pas un accident ou une urgence. C'était un choix. Ils avaient pesé mes sentiments contre les siens, et les miens se sont avérés insuffisants. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine et j'ai ouvert le réfrigérateur. J'ai sorti une barquette de pâtes restantes d'il y a 2 jours. Je n'ai pas pris la peine de les réchauffer. Je me suis tenu là sous la lumière crue de la cuisine, mangeant des pâtes froides dans un récipient en plastique avec une fourchette. C'était le repas le plus triste et le plus désolé de ma vie. Et pendant que je mangeais, une résolution froide et dure commença à se former dans le creux de mon estomac. C'était un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais une clarté tranquille et glaciale. Il m'avait montré ma valeur exacte dans la hiérarchie familiale, et je ne l'oublierai jamais. Dans les jours qui ont suivi mon désastreux 30e anniversaire, un calme étrange et troublant s'est installé dans nos communications familiales. Ma mère a envoyé une rafale de textos surjoyeux sur la façon dont elle allait se rattraper. Mon père a envoyé un simple message maladroit qui disait « Désolé pour samedi. J'espère que nous pourrons célébrer bientôt. » Louis, de manière prévisible, n'a rien dit du tout. J'ai répondu à tous avec une politesse détachée et non engageante. Pas de souci. Je comprends. Nous trouverons quelque chose. J'étais un lac placide en surface, mais sous la surface, les courants de douleur et de ressentiment s'agitaient. Je savais que leur version des événements était un mensonge, une façade à stylie construite pour couvrir leur favoritisme flagrant, mais je n'avais aucune preuve, seulement l'intuition déchirante que leur histoire sur Louis, une mauvaise journée, était loin d'être la vérité entière. Leurs excuses étaient trop fragiles, leur manque de communication trop pratique. Je les ai laissés croire que je l'avais accepté. J'ai joué le rôle de la fille et de la sœur compréhensive, toujours indulgente. C'était un rôle que j'avais pratiqué toute ma vie. Après tout, la vérité, quand elle est arrivée, n'est pas arrivée avec une confession dramatique ou des excuses larmoyantes. Elle est arrivée, comme le font souvent les vérités dans le monde moderne, à travers l'objectif froid et indifférent des médias sociaux. C'était mercredi soir, 4 jours après l'incident. Je décompressais après une longue journée de travail, parcourant paresseusement mon fil d'actualité Instagram. C'était le mélange habituel de photos de vacances, de publications sponsorisées et de photos des animaux de compagnie de mes amis. Et puis je l'ai vu. La photo a été publiée par un homme nommé Alexandre, l'un des amis les plus proches de Louis à l'université, un gars que j'avais rencontré quelques fois lors de réunions de famille. La photo était lumineuse, bruyante et prise par un professionnel. C'était une photo de groupe. Au centre, rayonnant, se tenaient mon frère Louis et sa petite amie de longue date Chloé. Chloé tenait sa main gauche levée,
montrant une bague en diamant massive et scintillante. Les flanquants, avec des sourires tout aussi larges et célébratoires, se trouvaient mes parents, Chantal et Bernard. Ils levaient tous des coupes de champagne en toast. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé de plus près, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. Le fond était indéniable. Le lambris sombre, les luminaires dorés distinctifs, le motif unique sur le rembourrage des chaises. C'était le jardin d'hiver. Il n'y avait absolument aucun doute à ce sujet. Puis mes yeux sont tombés sur la légende qu'Alexandre avait écrite sous la photo. Une soirée incroyable pour célébrer ces deux-là. Je n'arrive pas à croire que mon meilleur ami se marie enfin. Tellement heureux pour vous, Louis et Chloé. Bienvenue dans la famille, Chloé. La célébration des fiançailles de Louis et Chloé, le jardin d'hiver. Et puis le dernier élément de preuve accablant, le cachet de la date, publié samedi. J'ai regardé l'écran, mon esprit luttant pour traiter l'information. Chaque battement de mon cœur était un coup de marteau, me coupant le souffle. Le récit fragile que ma mère m'avait raconté s'est brisé en 1000 morceaux. Il n'y avait pas de mauvaise journée au travail. Il n'y avait pas de crise de dernière minute. Il n'y avait pas besoin de remonter le moral de Louis. C'était une fête de fiançailles prévue pour Louis et Chloé au jardin d'hiver le jour de mon 30e anniversaire. Les pièces se sont assemblées avec une clarté effrayante. Ils n'avaient pas annulé mon dîner d'anniversaire pour Louis. Ils avaient réservé sa fête de fiançailles le jour de mon anniversaire. La réservation pour laquelle j'avais été envoyé n'était même pas pour moi. C'était probablement un leurre. Ou peut-être avait-il réservé 2 salles, en espérant que je m'assiégerais tranquillement dans l'une pendant que la vraie célébration aurait lieu dans l'autre. Ou peut-être, et cette pensée était la plus douloureuse de toutes, ils ne pensaient tout simplement pas à moi. Ils avaient un conflit de calendrier. La seule date disponible au restaurant pour le grand moment de leur précieux fils coïncidait avec l'anniversaire marquant de leur fille, et ils ont fait leur choix. Ils l'ont choisi. Ils m'ont menti en pleine face, concoctant une histoire pathétique pour couvrir leurs traces, convaincus que la bonne vieille Éléonore fiable accepterait et passerait à autre chose. J'ai zoomé sur la photo, mon cerveau d'analyste s'activant, dépassant la vague d'émotions. J'ai examiné leur visage. Ma mère, Chantal, avait l'air extatique, son bras fièrement enroulé autour de Chloé. Mon père, Bernard, se tenait légèrement derrière Louis, sa main sur l'épaule de son fils, un regard de pure fierté paternelle sur son visage. Et Louis avait l'air triomphant. Il n'y avait aucune trace d'une mauvaise journée sur son visage smug et souriant. Ils étaient tous habillés sur leur 31. Mon père en costume, ma mère en robe de cocktail chatoyante, Louis en blazer impeccable. Ce n'était pas une affaire de dernière minute. C'était un événement marquant, planifié et coûteux. Une vague de nausées m'a submergé. J'ai pensé à moi assis seul dans cette salle silencieuse, habillé de ma robe spéciale, mon estomac tordu par l'inquiétude pour eux. J'ai pensé à la pitié dans les yeux du serveur. J'ai pensé à moi mangeant des restes froids dans ma cuisine sombre, acceptant les mensonges pathétiques de ma mère, parce qu'à un certain niveau, je voulais toujours croire qu'ils se souciaient de moi. L'insouciance de tout cela était ce qui me frappait le plus. Ils avaient construit ce mensonge élaboré, mais ils n'avaient pas considéré l'élément le plus basique de la vie moderne, les médias sociaux. Ils n'avaient pas dit aux amis de Louis de garder le silence. Ils étaient tellement confiants dans ma passivité, si certains de leur capacité à me gérer qu'ils n'ont même pas pris la peine de bien couvrir leurs traces. Ou peut-être qu'ils s'en fichaient si je le découvrais. J'ai pris une capture d'écran de la photo, puis j'en ai pris une autre. Je l'ai enregistrée dans un dossier sécurisé sur mon téléphone, en la labellisant simplement preuve. La douleur qui avait défini les derniers jours a commencé à refroidir, se cristallisant en quelque chose d'autre. C'était une colère si pure et si froide qu'on aurait dit de la glace se formant dans mes veines. Ce n'était pas juste une trahison. C'était une tromperie calculée. C'était une déclaration profonde sur ma valeur à leurs yeux. Je suis resté là dans le noir pendant un long moment, l'écran de mon téléphone illuminant mon visage. La seule photo insouciante m'avait donné la seule chose qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de me donner, la vérité. Et avec la vérité est venu un nouveau sentiment de pouvoir troublant. Ils pensaient que j'étais la variable calme et obéissante de leur équation familiale. Ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de résoudre X. La découverte de la photographie a été un catalyseur. La douleur, qui avait été une plaie vive et ouverte,
a commencé à cicatriser, remplacée par une résolution froide et méthodique. Ma formation d'analyste financière a pris le dessus. Je traitais les données, les faits vérifiables, la découverte de la vérité cachée sous des couches d'informations trompeuses. J'allais appliquer ces mêmes compétences à ma propre famille. Je n'allais pas avoir de crise émotionnelle. Je n'allais pas les confronter avec des larmes et des accusations. C'est ce qu'ils attendraient. C'est ce qu'ils pourraient gérer, rejeter et réinterpréter. Non, j'allais lancer une enquête discrète et privée. J'avais besoin de comprendre l'étendue totale de la tromperie avant de pouvoir même commencer à penser à quoi en faire. Ma première étape a été de créer une nouvelle feuille de calcul protégée par un mot de passe sur mon ordinateur portable personnel. Je l'ai intitulé Projet Nightingale, un clin d'œil à Florence Nightingale, mais aussi parce qu'un rossignol chante dans le noir. Les colonnes étaient simples. Date, événement, participant, preuve, note. La première entrée était pour la nuit de mon anniversaire, détaillant mon expérience, l'appel téléphonique de ma mère, ses mensonges exacts et la capture d'écran du message Instagram d'Alexandre comme preuve principale. J'ai commencé à fouiller. J'ai parcouru les profils de médias sociaux de toutes les personnes que je connaissais et qui étaient connectées à Louis et Chloé. La plupart des profils étaient privés, mais les gens sont souvent négligents avec leur liste d'amis. J'ai trouvé le compte Pinterest public de Chloé. C'était une mine d'or. Elle avait un tableau secret intitulé Notre grand jour qu'elle avait clairement oublié de garder privé. La date de création était il y a 6 semaines avant mon anniversaire. Le tableau était rempli de pain pour des idées de fêtes de fiançailles, des arrangements floraux, et le plus accablant, des photos des salles privées du jardin d'hiver. Il y avait des commentaires échangés entre elle et ses amis. Un commentaire datant de 3 semaines avant la fête disait « J'ai la réservation ». C'était tellement difficile à obtenir, mais nous avons réussi à avoir une annulation pour le 12. C'est un samedi, donc tout le monde peut venir. Le 12, mon anniversaire. Il n'avait pas simplement trouvé la date par hasard. Il l'avait activement recherchée et célébrée comme une victoire. J'ai pris une capture d'écran de tout le tableau et je l'ai enregistré dans mon dossier de preuves. Ma prochaine étape était plus délicate. J'avais besoin d'une source humaine, quelqu'un à l'intérieur du cercle familial, mais pas dans le sanctuaire intérieur. Ma cible était la cousine de ma mère, Sylvie. Sylvie était une commère notoire, une femme qui collectionnait les informations familiales comme certaines personnes collectionnent les timbres. Elle ne voulait pas de mal, mais elle ne pouvait pas garder un secret si sa vie en dépendait. Je savais que si je jouais bien mes cartes, elle me dirait tout. Je l'ai appelée le week-end suivant sous prétexte de prendre des nouvelles. Je l'ai laissé parler pendant 20 minutes de son jardin, de sa nouvelle voiture et du dernier drame de sa fille à l'école. Puis j'ai habilement orienté la conversation. Oh, dis-je, injectant une note de curiosité aérienne dans ma voix. En parlant de nouvelles excitantes, j'ai entendu une petite rumeur que Louis et Chloé se seraient fiancés. Est-ce vrai? Sylvie a mordu à l'hameçon immédiatement. Oh, chérie, tu ne savais pas, dit-elle, sa voix baissant de manière conspiratrice. Chantal a juré à tout le monde de garder le secret. Elle voulait que ce soit une grande annonce surprise plus tard. Mais oui, il a proposé il y a quelques semaines et ils ont eu la plus belle fête samedi dernier dans cet endroit chic, le jardin d'hiver. Waouh, samedi dernier, dis-je, feignant la surprise. C'était mon anniversaire. Je suppose qu'ils essayaient de faire une double célébration. Sylvie a laissé échapper un petit rire. Oh, non, chérie. Je ne crois pas. Chantal était dans une vraie panique à ce sujet. Je lui ai parlé la semaine d'avant. Apparemment, le seul jour où il pouvait avoir le restaurant pour la fête était le jour de ton anniversaire. Elle se plaignait du timing malencontreux. Elle a dit qu'elle craignait que tu sois un peu sensible à ce sujet, mais que tu étais tellement pratique. Elle était sûre que tu comprendrais que certaines choses, comme une fête de fiançailles parfaite pour son fils unique, devaient simplement avoir la priorité. Priorité? Le mot m'a frappé comme un coup physique. Elle avait en fait dit que ce n'était pas une erreur ou un oubli. C'était une hiérarchie d'importance consciente et délibérée. Elle a dit qu'elle allait organiser un bon dîner tranquille pour toi un autre soir pour compenser. Sylvie a continué, inconsciente de la dévastation émotionnelle qu'elle livrait. L'a-t-elle fait? Elle espérait que tu ne ferais pas le lien entre leur dîner et le tien annulé. Oh, oui, dis-je, ma voix miraculeusement stable.
Elle a mentionné quelque chose à ce sujet, donc toute la famille était au courant de la fête de fiançailles. Oh, absolument. Bernard était tellement fier qu'il en parlait à tout le monde au club de golf. Ils avaient un ami joaillier d'un ami qui a obtenu une réduction sur cette bague pour Louis. Cela fait des mois que ça mijote. Sylvie babillait. Il voulait que ce soit parfait. Un vrai début de conte de fées pour eux. Un début de conte de fées pour eux construit sur une fondation de mensonges à mon égard. J'ai remercié Sylvie pour l'appel, promettant de parler à nouveau bientôt, et j'ai raccroché, ma main tremblant. Je me suis assise dans le silence, ces mots résonnant dans mes oreilles. Timing malencontreux, craignait qu'elle ne soit sensible. Éléonore la pratique comprendra. Priorité. Ils en avaient discuté. Ils avaient pesé les options. Ils avaient décidé activement de me mentir, non pas pour me protéger, mais pour me gérer. Ils ne voulaient pas avoir affaire à ma sensibilité. Il était plus facile de me tromper, de me laisser attendre dans un restaurant, puis de me servir une histoire qu'ils supposaient que ma nature pratique avalerait entièrement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et mis à jour la feuille de calcul du projet Nightingale. J'ai ajouté les preuves du tableau Pinterest. J'ai documenté toute la conversation avec Sylvie, la citant textuellement. La chronologie était maintenant parfaitement claire. La demande en mariage a eu lieu il y a près de 2 mois. La bague a été achetée. La fête était prévue depuis des semaines. Le conflit de date a été identifié et discuté. La décision a été prise de donner la priorité à la fête et de me tromper. L'enquête était terminée. J'avais tous les faits, tous les points de données. J'avais une image complète et indéniable de la trahison. La fureur silencieuse qui mijotait en moi brûlait maintenant d'une flamme blanche ardente et constante. Il ne m'avait pas seulement oublié. Il m'avait effacé de mon propre jalon pour mieux célébrer mes frères. Il m'avait traité avec un niveau de mépris et de tromperie que vous ne montreriez pas à un étranger, encore moins à votre propre fille. J'ai fermé l'ordinateur portable. La question n'était plus de savoir ce qui s'était passé. La question était, que allais-je faire à ce sujet? Je savais une chose avec certitude. La pratique Éléonore avait fini de comprendre. Elle avait fini d'être gérée. Ils voulaient un conte de fées pour Louis. Ils n'avaient aucune idée du conte d'avertissement qu'ils écrivaient pour eux-mêmes. 1 an, c'est long. C'est assez longtemps pour que les saisons changent, pour que les plaies cicatrisent, et pour que le ressentiment mûrisse, durcissant d'une rage ardente à quelque chose de beaucoup plus fort et plus durable. La résolution. Pendant les 365 jours qui ont suivi mon 30e anniversaire, j'ai entretenu une nouvelle relation avec ma famille, une relation fondée sur une distance polie et impénétrable. J'assistais aux réunions de famille, aux fêtes, aux dîners occasionnels du dimanche chez mes parents, avec un sourire serein et agréable sur mon visage. J'écoutais leurs histoires, posais des questions appropriées et ne révélais rien de ma vie intérieure. Mon pont-levis émotionnel était levé, les douves autour de mon cœur étaient larges et profondes. Ils ne semblaient pas s'en apercevoir, ou peut-être étaient-ils soulagés. Mon manque de sensibilité confirmait leur récit selon lequel j'étais la fille pratique et compréhensive. Ils s'en étaient tirés. L'incident de mon 30e anniversaire n'a jamais été mentionné à nouveau, une note de bas de page oubliée dans la grande histoire continue de la vie merveilleuse de Louis. Comme Sylvie l'avait prédit, Louis et Chloé ont officialisé leur fiançailles surprise quelques mois plus tard, sous un cœur de faux choc et de délices de la part des membres de la famille qui avaient assisté à leur fête secrète. Et puis, presque exactement 1 an après mon humiliation, le moment que j'attendais est arrivé. C'était lors d'un dîner du dimanche chez mes parents. Après que les assiettes aient été débarrassées, Chantal s'est tournée vers moi, son visage brillant d'une excitation presque maniaque. Chloé était assise à côté d'elle, l'air aussi ravi. Éléonore, chérie, commença ma mère, en se penchant à travers la table pour me tapoter la main. Maintenant que nous avons fixé la date du mariage en septembre prochain, nous avons une énorme faveur à te demander. J'ai pris une longue gorgée d'eau, mon expression neutre. Oh, eh bien, Chloé a ajouté, sa voix aussi douce que du saccharine. Nous pensions, puisque tu es si incroyablement organisé et si doué avec les chiffres et les feuilles de calcul, Chantal a coupé, incapable de se contenir. Nous voulons que tu sois notre organisatrice de mariage, officieusement, bien sûr. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre un professionnel. Pas avec le lieu que nous voulons. Mais toi, tu serais encore mieux.
Tu pourrais nous aider à gérer le budget, à suivre les fournisseurs, à gérer les contrats. Tu serais une bouée de sauvetage absolue. Le feras-tu? Veux-tu nous aider à donner à Louis et Chloé la journée parfaite? J'ai regardé leur visage plein d'espoir et d'attente. Ma mère, si désespérée d'orchestrer la vie parfaite de son fils. Chloé, la future fille d'or, désireuse d'avoir un mariage de conte de fées sans le prix du conte de fées. Mon père et Louis regardaient depuis le salon, hochant la tête en signe d'approbation. C'était le piège parfait. Ils ne me demandaient pas seulement de l'aide. Ils me tendaient les clés de tout le royaume. Un lent sourire s'est étendu sur mon visage. C'était le premier sourire sincère que je leur avais adressé depuis 1 an. Bien sûr, dis-je, ma voix chaleureuse et sincère. Je serais honoré d'aider. Le soulagement dans la pièce était palpable. Ma mère a battu des mains. Chloé a couiné et a couru autour de la table pour me faire un câlin qui ressemblait à un étreinte par un nuage de parfum cher. Oh, Éléonore, merci, s'est exclamé Chantal. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu as toujours été la responsable. C'est avec plaisir, dis-je, rencontrant le regard de ma mère. Je ferai tout mon possible pour que leur journée soit inoubliable. Et ainsi, le projet Nightingale est entré dans sa 2e phase. Je suis devenue la planificatrice de mariage la plus dévouée, efficace et enthousiaste imaginable. La première chose que j'ai créée était le classeur. Ce n'était pas juste n'importe quel classeur. C'était un chef-d'œuvre d'art organisationnel. Un épais classeur blanc à 5 anneaux avec une couverture imprimée personnalisée qui disait « Le mariage de Louis et Chloé ». À l'intérieur, j'ai créé 15 onglets codés par couleur, budget, liste d'invités, lieu, traiteur, fleuriste, photographe, groupe, tenue, invitation, contrat, calendrier de paiement, et plus encore. Je me suis plongé dans le travail. Je passais mes soirées et mes week-ends à rechercher des fournisseurs, à négocier des prix et à planifier des rendez-vous. Je me suis occupé de tous les emails, de tous les appels téléphoniques. Au début, Chantal et Chloé voulaient être copiées sur tout. Je l'ai subtilement, habilement éliminé. C'est tellement plus facile si je suis le seul point de contact, ai-je expliqué lors d'une de nos réunions de planification hebdomadaire. Cela évite la confusion. Vous deux, concentrez-vous sur les choses amusantes comme la dégustation de gâteaux et le shopping de robes. Je m'occuperai de la logistique ennuyeuse. Faites-moi simplement confiance. Et elles l'ont fait. Elles me faisaient confiance implicitement. J'étais la Éléonore pratique, la responsable. J'ai construit une forteresse de compétences autour de moi, et elles étaient plus qu'heureuses d'y vivre, libérées de tout le stress et du travail fastidieux. Mes compétences en matière de feuilles de calcul étaient légendaires. Le suivi budgétaire était une œuvre d'art avec des tableaux croisés dynamiques et une mise en forme conditionnelle qui suivait chaque centime des euros de mes parents alloués au mariage. J'ai négocié âprement, leur obtenant des offres qui faisaient sourire mon père de fierté. Tu vois, Chantal, c'est ma fille. Elle a une bonne tête pour les affaires. J'ai assisté à des réunions de fournisseurs avec Chloé et ma mère, un presse-papier à la main. Je posais toutes les bonnes questions. J'étais leur avocate, leur championne. Avec le traiteur, j'ai clarifié les restrictions alimentaires. Avec le fleuriste, j'ai débattu des mérites des pivoines par rapport aux roses de jardin. Avec le photographe, j'ai fait une liste des clichés indispensables. À tous, je me présentais de la même manière. Bonjour, je suis Éléonore. Je suis la sœur du marié et la principale planificatrice de cet événement. Toutes les communications, confirmations et planifications doivent passer directement par moi. S'il vous plaît, voici mes coordonnées. Je suis devenu le système nerveux central de tout le mariage. Chaque information, chaque contrat, chaque confirmation de dépôt, chaque date de paiement finale était acheminée par mon email et méticuleusement classée à sa place correcte dans le classeur. Les copies originales de tous les contrats signés allaient dans une pochette spéciale zippée à l'avant du classeur. Je n'ai fait aucune copie numérique pour elles. Le classeur était la seule et unique source maître de vérité. Pendant 10 mois, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai absorbé leur stress. J'ai résolu leurs problèmes. J'ai géré leurs attentes. J'ai écouté les angoisses de Chloé concernant le plan de table et les hésitations sans fin de Chantal sur la couleur des serviettes. J'étais patiente. J'étais gentille. J'étais indispensable.
À l'approche du jour du mariage, leurs éloges sont devenus de plus en plus affables. Éléonore, je ne sais pas comment nous aurions fait sans toi, disait Chloé, les yeux écarquillés de gratitude. Tu as été un roc, une sainte absolue, ajoutait ma mère, me tapotant le bras. Quand tout cela sera terminé, nous organiserons un dîner spécial pour te remercier, rien que pour toi. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer. La semaine du mariage est arrivée. Les invités de l'extérieur affluaient. Les préparatifs finaux étaient en cours. J'ai fait un dernier tour d'appel à tous les fournisseurs, le lieu, le traiteur, le groupe, le fleuriste, le photographe, l'efficace pour confirmer les heures d'arrivée et les détails finaux. Tout était parfait. La scène était prête. Le classeur, maintenant gonflé à sa pleine capacité de 5 pouces, était posé sur mon bureau comme une bombe à retardement. La veille du mariage a été une ruée vers un chaos fabriqué. La maison de mes parents était le centre névralgique pour les parents arrivants. Ma mère virevoltait, une boule d'énergie nerveuse, tandis que Chloé faisait un dernier essayage de robe. Ils m'ont appelé 3 fois avant midi, chaque appel étant une requête frénétique sur un détail mineur. Éléonore, as-tu confirmé l'horaire du bus pour les clients de l'hôtel ? Demanda ma mère, le souffle coupé. Oui, maman. C'est confirmé. Onglet 11 dans le classeur, répondis-je calmement. Éléonore, le traiteur est-il au courant de l'allergie au gluten de tante Carole ? Chloé a envoyé un texto. Oui, Chloé. C'était la première chose que j'avais confirmée avec eux il y a des mois. C'est noté dans le contrat de restauration. Onglet 4. J'ai répondu par texto. Chaque question était une nouvelle bûche sur le feu de ma résolution. Ils étaient complètement, totalement dépendants de moi et encore plus du système que j'avais créé. Ils ne connaissaient pas le numéro de téléphone direct d'un seul fournisseur ni les détails spécifiques d'un seul contrat. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'Éléonore s'en était occupée et que c'était dans le classeur. Cet après-midi-là, je leur ai dit que j'avais une dernière grosse course à faire pour m'assurer que tout soit parfait pour le lendemain. Je vais faire un dernier dépôt au lieu pour m'assurer que les marque-places et le livre d'or sont installés exactement comme vous le souhaitez. J'ai menti. Ils m'ont couvert de remerciements et m'ont encore dit que j'étais une bouée de sauvetage. Je suis rentré chez moi. Sur mon bureau se trouvait le classeur, un monolithe blanc immaculé contenant l'ADN d'un mariage à 100 000 €. À côté, il y avait une solide boîte d'expédition express prépayée. Et à côté, il y avait une petite boîte cadeau élégante. Avec une précision méthodique, j'ai placé le classeur à l'intérieur de la boîte d'expédition. Je l'ai scellé avec du ruban adhésif résistant, en appuyant sur les bords pour m'assurer qu'elle était bien fixée. J'avais déjà imprimé l'étiquette d'expédition. La destination n'était pas le lieu du mariage. C'était une boîte postale que j'avais louée sous un pseudonyme il y a 6 mois dans une ville à 5 états de là. Ensuite, je me suis tourné vers la petite boîte cadeau. À l'intérieur, j'ai placé une seule carte plastifiée. Sur un côté de la carte, j'avais imprimé une copie glacée de haute qualité de la photographie du message d'Alexandre, celle de ma famille célébrant les fiançailles de Louis et Chloé au jardin d'hiver le jour de mon 30e anniversaire. Leur visage souriant, leur coupe de champagne, la bague de Chloé, tout était là en couleur vive et accablante. De l'autre côté de la carte, j'ai sorti un marqueur noir à pointe fine permanente. Ma main était parfaitement stable alors que j'écrivais les mots que j'avais composés dans ma tête pendant 1 an. Pas mon cirque, pas mes singes. Vous avez votre célébration spéciale. Profitez-en. PS. Les paiements finaux des fournisseurs sont dus demain matin. Vous devriez probablement les appeler. Pas ma table. J'ai placé la carte plastifiée dans la boîte, les niché dans du papier de soie et j'ai noué la boîte avec un simple ruban blanc. Mon premier arrêt a été le service de messagerie. Je me suis dirigé vers le comptoir et j'ai remis la grosse boîte lourde contenant le classeur. J'ai payé pour l'expédition prioritaire pendant la nuit avec suivi. Cela doit absolument être là demain, ai-je dit à la caissière. Elle m'a assuré que ce serait le cas. En sortant, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules que je n'avais pas réalisé porter depuis 1 an. Mon deuxième arrêt a été un service de messagerie locale que j'avais réservé 1 semaine à l'avance. Je leur ai donné la petite boîte cadeau élégante. Ceci doit être livré à cette adresse, dis-je, en leur donnant la maison de mes parents. Veuillez livrer ce soir entre 19 h et 19 h 30.
Je savais qu'ils seraient tous réunis là-bas pour le dîner de répétition informel. Le timing était parfait. Une fois mes tâches accomplies, je suis rentré chez moi. Je n'ai pas fait de valise. Je l'avais déjà fait la semaine précédente. 2 grands sacs attendaient près de la porte. J'ai changé de vêtements, j'ai jeté un dernier regard autour de mon appartement sanctuaire, et je suis sorti sans un regard en arrière. Ma dernière destination était l'aéroport. Ma confrontation ne serait pas une dispute criée. Ce ne serait pas une scène larmoyante. Ma confrontation était mon absence. C'était le silence là où mon soutien était autrefois. C'était le chaos qui allait fleurir dans le vide que j'avais créé. Alors que j'étais assise dans le salon de l'aéroport en attendant que mon vol soit appelé, j'imaginais la scène, le messager arrivant à la porte avec la boîte magnifiquement emballée. Ma mère supposant probablement qu'il s'agissait d'un cadeau de mariage, l'ouvrant avec enthousiasme, la confusion alors qu'elle sortait la seule carte plastifiée. L'horreur naissante alors qu'elle voyait la photographie, retournait la carte, lisait ma note. J'imaginais les appels téléphoniques frénétiques et incrédules à mon intention, chacun tombant directement sur ma messagerie vocale parce que mon téléphone était maintenant éteint, niché au fond de mon sac de cabine. J'imaginais la panique s'installer alors qu'ils réalisaient que le classeur, leur bible de mariage, le cerveau de toute l'opération, avait disparu. J'imaginais leur précipitation à essayer de se souvenir du nom du traiteur, du photographe, du groupe. J'imaginais la réalisation naissante de la deuxième partie de ma note. Les paiements finaux étaient dus. Sans les contrats, ils ne sauraient même pas les montants exacts. Sans ma relation avec les fournisseurs, ils n'étaient que des clients anonymes paniqués redevables de dizaines de milliers d'euros. Mon vol a été appelé. Je me suis levé, j'ai descendu la passerelle et j'ai trouvé mon siège côté hublot. Alors que l'avion montait, laissant derrière lui les lumières scintillantes de la ville, je n'ai ressenti ni colère ni culpabilité. J'ai ressenti un profond sentiment de paix. J'avais reçu ce qu'elle méritait, et c'était un plat qui se servait mieux froid. Ma destination était une île où l'eau était de la couleur du turquoise et le sable de la couleur du sucre. J'avais réservé le voyage il y a des mois. Un billet de première classe non remboursable et une suite dans un hôtel boutique avec vue sur l'océan. Ce n'était pas juste une évasion. C'était une récompense. C'était la célébration que je m'étais promise, celle que je méritais vraiment. Pendant 3 jours, mon téléphone est resté éteint. J'ai nagé dans la mer chaude, lu des livres dans un hamac et bu des cocktails avec des petits parapluies. J'ai fait de longues promenades sur la plage et j'ai senti la tension accumulée pendant un an se détendre lentement de ma colonne vertébrale. Je ne me suis pas autorisé à me demander quel chaos j'avais déclenché chez moi. Ma part dans cette histoire était terminée. La note était ma dernière réplique. Le reste était leur scène à jouer. Le 4e jour, qui aurait été le lendemain du mariage, j'ai finalement décidé d'allumer mon téléphone. J'étais assise sur le balcon de mon hôtel, une tasse de café à la main, regardant le lever du soleil peindre le ciel de nuances de rose et d'orange. Je me suis connecté au Wi-Fi de l'hôtel et je me suis préparé. Les notifications sont arrivées en flot, un tsunami numérique qui a fait bourdonner et vibrer mon téléphone sans arrêt pendant près de 2 minutes. 117 appels manqués. 48 de maman, 39 de papa, 21 de Louis, 9 de Chloé, 234 messages textes, 41 messages vocaux. J'ai ouvert les messages textes d'abord, ma curiosité l'emportant. Je ne les ai pas tous lus, mais j'ai parcouru les aperçus, qui racontaient toute l'histoire de leur descente dans la panique. Les premiers textos provenaient de ma mère, commençant vers 19h45 le soir de mon départ. Maman, Éléonore, appelle-moi tout de suite. Ce n'est pas drôle. Maman, Chantal, je te jure que si tu ne réponds pas au téléphone, qu'est-ce que tu as fait? Maman, où est le classeur? Le traiteur appelle pour le paiement final. Puis sont venus les textos de Louis, passant de la confusion à la rage pure. Louis, yo, où es-tu? Maman est en train de paniquer. Louis, Éléonore, c'est du délire. Tu ruines mon mariage. Rappelle-moi. Louis, je n'arrive pas à croire que tu ferais quelque chose d'aussi malade et tordu. Tu as tout détruit. Mes pères étaient plus directs, chargés de menaces. Papa, tu as 1 heure pour m'appeler et régler ça. Papa, vous n'êtes plus ma fille. Ceux de Chloé étaient une série d'émojis pleureurs et de messages suppliants qui sont rapidement devenus venimeux. Chloé et Léonore, s'il te plaît, quoi qu'il y ait,
nous pouvons le résoudre. Apporte juste le classeur. Chloé, tu es la personne la plus maléfique et la plus jalouse que j'ai jamais rencontrée. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Je n'avais pas besoin de le faire. Les textes donnaient une image assez claire. Ils avaient probablement passé toute la nuit et le jour du mariage dans une panique humiliante. Ils auraient dû supplier pour obtenir des informations, payant probablement des frais de dernière minute exorbitants pour apaiser les fournisseurs confus et en colère. Le mariage a probablement eu lieu sous une forme ou une autre. Une version boiteuse, chaotique et incroyablement coûteuse de la journée parfaite qu'ils avaient planifiée. La joie et la célébration auraient été complètement éclipsées par le stress et la honte du gâchis dans lequel ils se trouvaient. Avec un étrange sentiment de détachement, j'ai sélectionné tous les messages. J'ai sélectionné tous les messages vocaux. J'ai sélectionné leurs contacts de mon téléphone et j'ai appuyé sur supprimer. J'ai bloqué leurs numéros un par un. C'était un nettoyage numérique, une dernière rupture des liens qui me liaient depuis si longtemps. J'ai passé le reste de mes vacances dans une paix béate. J'ai pensé à la carte plastifiée, pas ma table. C'était devenu mon mantra. La table de ma famille était un endroit où l'on attendait de moi que je m'assoie tranquillement, que j'accepte les miettes d'attention qu'ils me jetaient, et que je sois reconnaissante même pour cela. C'était une table où mes réalisations étaient minimisées et celles de mes frères magnifiées. Où mes sentiments étaient une gêne et mon soutien une attente. Je n'avais pas seulement tourné le dos à cette table. Je l'avais renversée. Et maintenant, je construisais une nouvelle table. Ma nouvelle table était ici sur ce balcon donnant sur l'océan. Elle était dans mon appartement à la maison, un lieu de paix et d'ordre que j'avais créé. Elle était avec mon petit cercle d'amis fidèles qui ont célébré mon anniversaire avec un dîner simple et sincère la semaine après le désastre. Le genre de célébration qui vous remplit de chaleur, pas de honte. Quand je suis rentré chez moi, je me sentais comme une personne différente, plus légère, plus libre. Il n'y avait pas de lettre d'un avocat, pas de police à ma porte. Ils savaient qu'ils n'avaient aucune base légale. Je n'avais pas volé leur argent. Je l'avais méticuleusement géré. Je n'avais rompu aucun contrat. J'avais simplement retiré mon travail non rémunéré et non apprécié, et rendu tous les biens, le classeur, à moi-même. Le mieux qu'ils pouvaient m'accuser était d'être une sœur cruelle et vindicative, et après la façon dont ils m'avaient traité, j'étais plus que disposé à porter ce titre dans l'histoire. Je n'ai plus jamais parlé à eux. Par le biais du réseau familial, j'ai entendu dire que le mariage avait été une catastrophe catégorique et que mes parents avaient dû contracter une seconde hypothèque sur leur maison pour couvrir les coûts de dernière minute et les pénalités des fournisseurs. Louis et Chloé étaient apparemment toujours mariés, mais le début de leur conte de fées avait été un cauchemar dont ils ne se sont jamais complètement remis. Parfois, je me demande s'ils ont jamais compris pourquoi je l'ai fait. S'ils ont jamais relié leur acte d'effacement désinvolte et cruel lors de mon 30e anniversaire à la vengeance froide et calculée qui a suivi, j'en doute. Les gens comme eux voient rarement leur propre reflet clairement.